À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Bonjour tout le monde. La tribune poursuit sa tournée des municipalités. On est aujourd'hui à Sainte-Anne-de-Sorel, pays du survenant. Mes invités, tout de suite après la pause publicitaire, Michel Péloquin, Benoît Gagnon, Pierre Lavallée, François Lecourt et Hélène Pépin, Laurent Cournoyer et Manon Dano. À tout de suite. À CJSO. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. On débute cette émission au pays du survenant avec, à tout seigneur, tout honneur, monsieur le maire Michel Péloquin. Michel, je veux profiter d'abord de ton érudition. Tu es un homme très cultivé, passionné d'histoire. Parle-moi à grands traits de l'histoire de la municipalité dont tu présides aux destinées. Le territoire de Sainte-Anne-de-Sorel a été occupé rapidement au début de finalement, la mise en place de la seigneurie de Sorel. Il y avait Paulus, entre autres, qui était installé sur le territoire de Sainte-Anne-de-Sorel, qui faisait partie de la seigneurie de Sorel. Et l'autre partie du territoire de Sainte-Anne-de-Sorel était rattachée à la seigneurie de Yamaska. Et encore là, Paul Huss a été le premier censitaire de la seigneurie de Yamaska, tout le long du chenal du Moine. Et jusqu'en 1877, lors de la fondation de la municipalité, il y avait Sainte-Anne-de-Sorel était occupé finalement par deux seigneuries. D'accord. Alors, 1877, la fondation formelle là, de Sainte-Anne-de-Sorel, mais des familles qui y sont déjà établies à l'époque du régime français. C'est ça. C'est un pays entre terre et eau, pour prendre une expression de notre ami Banville. C'est une grande presqu'île. Oui, alors ça a nécessairement teinté le cours de son histoire, sa situation géographique. Ah oui, parce que c'est en fait, au cours de l'histoire, c'était une municipalité où il y avait l'agriculture, mais beaucoup la pêche, beaucoup la chasse à la sauvagine, la chasse au remusqué. C'était une industrie importante pour la municipalité. Aussi, ça a façonné le territoire dans le sens qu'on avait régulièrement des inondations. Dont une très grosse inondation, là. En fait, il y a eu deux très grosses inondations au 19e siècle. Celle de 1865, qui a été une des plus grandes, en tout cas au niveau du Québec. C'était une des... Comment dire, je cherche le mot, là. Est-ce qu'elle a décimé la population? Est-ce qu'il y a eu des morts même à cette occasion-là? Oui, dans l'archipel, il y a eu 35 personnes qui sont décédées. En fait, c'est le 12 avril 1865. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu, au même moment que l'inondation était à son pic, il y a eu une tempête de vent. Et même des bateaux qui partaient de Sorel pour aller sauver des gens ne réussissaient pas à approcher des bâtiments. Les gens étaient grimpés dans les arbres, grimpés sur leur couverture. Moi-même, dans ma famille, j'ai 4... C'est que tu allais dire, moi-même, j'ai grimpé dans un arbre. Tu es plus jeune que ça. Oui, c'est ça. Dans ma famille, j'ai 4 arrière-grands-oncles et grandes-tantes qui sont décédés, mais qui étaient enfants à ce moment-là. Mon arrière-grand-père était 5 enfants, puis au lendemain de l'inondation, il était enfant unique. L'autre grosse inondation, c'est en 1896. Et il y avait l'eau avait monté jusqu'au niveau de l'église. L'église était isolée. D'ailleurs, beaucoup de citoyens de Saint-Anne s'étaient réfugiés dans l'église. Je reviens tantôt, le mot que je cherchais, c'est le mot catastrophe. C'est que, mais c'était assez catastrophique. Ouais, en termes de perte de vie dans l'histoire, je crois bien que c'est la deuxième plus grosse catastrophe de l'histoire du Québec. Ouais. Sur une partie du territoire de Sainte-Anne-de-Sorel, on érige sur
pilotis les bâtiments, Ouais. ce qui en constitue l'un des charmes de la municipalité. Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, l'industrie touristique régionale, pendant plusieurs années, était un peu basée sur le paysage avec tous ces bâtiments sur pilotis dans les îles, l'île d'Ambara, entre autres, où là, c'est des bâtiments sur pilotis, la maison de Bette Beauchemin. Qui est magnifique. Oui, tout à fait, exactement. Les bâtiments accessoires qui sont sur pilotis. En fait, les gens, les résidents de Saint-Anne-de-Sorel, au cours de l'histoire, se sont adaptés aux inondations, parce qu'on en avait régulièrement. Et ça ne crée pas, ça crée pas de problème majeur. Ça, c'est une particularité, d'ailleurs, que vous voudriez, depuis de nombreuses années, voir le gouvernement du Québec reconnaître. Oui, exactement. Et ça fait partie de notre patrimoine. D'ailleurs, on a actuellement un document qui va être produit bientôt, qui fait état de notre patrimoine culturel, paysage culturel, et évidemment, tous les bâtiments sur pilotis, bon, c'est très important. Et c'est notre image. Si on regarde, par exemple, le roman de Germaine Guévremont, ouais. Le Survenant, ouais. Elle fait état de tous ces sujets-là. Et les gens qui venaient en croisière dans des îles, c'est de voir. Et encore aujourd'hui, quand j'amène des gens avec moi, sont tout impressionnés de voir autant de bâtiments sur pilotis. Je pense que, du moins au Québec, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où il y a ce type de paysage. Ouais. C'est un paysage qui a en effet inspiré Germaine Guévremont. D'ailleurs, le chalet où elle a beaucoup écrit est toujours sur pied, exact. Sur l'îlet Taupé. Exact. Hein? Oui, et c'est un chalet, évidemment, sur pilotis. Oui. Elle compte aujourd'hui, Sainte-Anne-de-Sorel, 2716 citoyens. Là, il me semble que c'est ça le dernier décret gouvernemental. Au cours des années, ça varie. Ça change. Ouais. Mais c'est à peu près dans les mêmes eaux depuis plusieurs années. On tourne autour de 2008, oui. Généralement. Là, Les infrastructures et les services, ils ont beaucoup évolué ici au fil des ans. Mais là, on est, par exemple, dans un tout nouveau centre de services municipaux. Oui, effectivement. Mais si on parlait des infrastructures, je m'attendais à ce qu'on parle des infrastructures, que ce soit les égouts, des choses comme ça. Oui, aussi. Ça fait longtemps, là, quand même. En termes de nouvelles infrastructures, c'est notre nouvelle mairie, notre nouveau centre de services municipaux qui... dont j'en suis très fier. Hein. Nous enregistrons cette émission dans la salle du conseil municipal, un des nombreux locaux qu'on retrouve ici, où est mieux connue la très grande salle communautaire. Oui, tout à fait. Encore cette semaine, là, il y avait le MAMACH. Mentionné, a fait un article, publié un article. Ça, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, c'est ça, exactement. Oui. Et qui nous citait en exemple là, comme bâtiment bien fait, bien adapté, construit en bois. L'an passé, on a reçu une reconnaissance aussi ça s'appelle pas un trophée, là, mais une plaque de sec au bois là, en reconnaissance. Oui. Et c'est un immeuble qui ne sert pas qu'à des fins administratives. Puis pour déployer vos services, vous faites de la location de salles. Et plus encore que vous ne l'espériez. Oui, en fait, on a la grande salle et on a la salle, l'ancienne mairie, qui louée de façon régulière, qui se fait sur le bord du canal du Moine. Le paysage est super magnifique. Beau. Et on a la salle où nous sommes présentement, là, qui est louée aussi régulièrement pour les plus petits groupes. On a peu de temps pour les dossiers d'actualité. J'en ai retenu un, puisqu'il la ponctue particulièrement, l'actualité, celui de la Cannebergière, sur lequel se penche le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Oui. Vous y êtes favorable. La municipalité est favorable à ce projet. Oui, tout à fait. En fait, pour être défavorable, ça prend des arguments. Et,
comme vous savez... Vous trouvez que ces détracteurs ont peu d'arguments? Écoute, c'est des questions qui se posent, Oui. mais même c'était à la lueur des réponses qui ont été données dans les derniers jours, parce qu'on a eu un BAP cette semaine. La semaine dernière, oui. Ces inquiétudes-là, je pense qu'ils ont été dissipées. Là. Fait que, bon, on s'inquiétait, par exemple, au niveau du transport. Voilà, on a eu les réponses que nous voulions avoir. Mais sur le plan environnemental, parce qu'au départ, des inquiétudes, je pense que c'était plus des inquiétudes environnementales. Ben, c'est pour ça que le BAP est ici. Bon, je suis quand même quelqu'un qui est reconnu ici dans la région pour avoir une tendance écologiste, là, et être très critique. Et depuis le début du projet, que j'ai suivi de très proche et avec un esprit très critique, mais je n'ai pas été capable de trouver quelque chose qui fait que je devrais être contre ce projet-là. Évidemment, il n'y a pas juste moi, le conseil aussi, au niveau de la MRC aussi. Comme je disais, pour être contre, il faut avoir des arguments. Alors, ce serait même un plus sur le territoire, cette cannebergière? Ben, plus, écoutez, ça demeure de l'agriculture. Oui. Mais c'est de l'agriculture moins courante ici en Montérégie. Là. Bon, ce qu'on prétend, c'est une agriculture quand même qui est moins polluante que le maïs. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un plus? Mais ça pourrait, au plan touristique, attirer du monde? Parce que c'est joli, là. Il y a des moments où c'est très joli, au moment de la floraison. À ce niveau-là, peut-être, mais je n'ai pas assez d'expertise pour me faire une idée, là, à savoir ça va être quoi de retomber en touriste là-dessus. Hein. D'accord. On va parler justement de tourisme et de récréotourisme, Michel. Je me tourne du côté de Manon Dano de la Maison du Marais. Bonjour, Manon. C'est la Société d'aménagement de la baie Lavalière qui opère la Maison du Marais et le camping à la fois. Hein? Effectivement, oui. Oui. La gestation de la SABL, monsieur l'historien pourra me corriger, là, a commencé en 1982, ai-je lu, alors que ce sont deux enseignants de l'école secondaire Fernand Lefebvre, André Côté et Rodrigue Schoner, qui ont proposé à leurs élèves de construire et d'installer des nichoirs à canards branchus dans la baie Lavalière et la baie Saint-François. Alors, elle a une petite histoire intéressante, cette société-là. Oui. En fait, elle a été créée plus précisément en 1989. Oui. À l'époque, on n'avait pas la Maison du Marais, on l'a acquis en 2001. Donc, à ce moment-là, ils louaient des locaux là, dans des écoles primaires ou un petit peu où il y avait des disponibilités. Et le but premier était, dans le fond, de sauver les milieux humides de la baie Lavalière. Elle a conservé, la société, outre ses activités à la Maison du Marais et au camping, cette mission-là? Oui, effectivement, ça nous tient à cœur. La Maison du Marais, elle est installée tout au bout du chemin du Chenal du Moine. Oui. Qu'est-ce qu'on y retrouve, Manon, comme proposition d'activité? Mais en fait, il y a 3 volets. Le premier, c'est la protection, effectivement, là, de la flore et de la faune. Donc, on a plusieurs projets là, de la protection de la guifette. C'est quoi ça, la guifette? La guifette, c'est un oiseau qui ressemble un peu à une hirondelle. Donc, elle est un peu plus grosse, puis elle était presque en voie d'extinction. Donc, on travaille fort pour la sauvegarde de la guifette noire, le goglu aussi. Et on travaille pour fabriquer des nichoirs à branchus, hirondelles, c'est ça, dans le fond, tout pour essayer de sauvegarder ce qui reste de ces espèces qui étaient en voie d'extinction. Après ça, il y a un volet aussi qui est un peu récréo-touristique, où est-ce qu'on loue canot, kayak et on fait des excursions en ponton. Ça, c'est bien populaire, ça. Oui, quand même, oui. Alors, vous êtes ouvert sur quelle période de l'année? On est ouvert, là, vous voyez, on commence à temps plein. On a commencé hier, du 20 juin. C'est toujours autour de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail. Vous avez débuté la semaine dernière. Exactement. Et jusqu'à la fête du travail, vous offrez notamment location de kayak, promenade en ponton. Oui. Alors là, on parle à ce moment-là de promenade avec quelqu'un pour faire de l'interprétation. Oui, en fait, on a le capitaine qui est formé pour être guide. Et quand on peut
habituellement, on ajoute un guide aussi pour un peu expliquer ce que l'on voit, là, flore, faune et tout ça, le nom des îles qu'on explique. L'excursion dure 2h15. On va faire le tour de l'île Saint-Jean pour remonter un peu la Yamaska pour aller montrer un nid de pigargue à tête blanche. Ensuite, on fait... habituellement, on faisait le Strahan, mais là, l'eau est exceptionnellement basse cette année, comme en septembre. Donc, on ne peut pas passer dans le Strahan. Donc, on fait le tour de l'île aux raisins. Et habituellement, tantôt, Michel en a parlé, mais on remonte le Chenal du Moine pour aller présenter la maison de Germaine Guévremont. Oui. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, entendu les publicités de Tourisme Montérégie à la radio, mais j'étais très content de voir que Tourisme Montérégie avait intégré à cette publicité-là justement les excursions en kayak. Aussi, ça m'a fait, ça m'a donné, ça a provoqué chez moi là, un sentiment de fierté. Tout à fait. Et c'est vraiment très dépaysant des îles de Sorel pour qui ne les a jamais visitées en canot là, ou en kayak. Là. En fait, c'est un monde à part. Dans le fond, les gens qui veulent faire canot, kayak peuvent aussi aller sur notre marais. Ce qui est intéressant dans le marais, c'est que c'est un marais qui est fermé à la navigation à moteur. Et le premier 1,3 km est considéré un peu comme les bayous. Présentement, les nénuphars vont être en fleurs là, dans quelques temps. Donc, ça, les gens naviguent là-dessus, puis ils reviennent tous enchantés, voient souvent des tortues peintes, tout ça. Et au bout, il y a le barrage et ensuite, on s'en va vers la rivière Pot-au-Bar, qui est bon pour un 8-9 km aussi. Donc, on offre ce côté-là en canot-kayak et aussi les îles. Et évidemment, quand ils vont dans les îles, on leur offre une carte là, pour pas qu'ils aillent se perdre dans nos 103 îles. Parce que c'est faisable, se perdre dans les multiples chenaux. Il y a le sentier pédestre. Le sentier pédestre, c'était l'autre partie tantôt, je voulais parler. Oui. Et aussi, on accueille de plus en plus de groupes, soit de camps de jour ou d'écoles primaires, secondaires, pour venir explorer un petit peu tout ça. Sentier pédestre, kayak, ponton. Et puis, il y a le camping. Il y a le camping, Manon, de beaux grands terrains ombragés. Hein? Oui, ombragés, spacieux, calmes. Ce que je dis aux gens, c'est que vous ne vous faites pas réveiller par la trempe, mais par le bruit le chant des oiseaux. Dans le fond, on l'a conservé rustique. On est en train de le rénover tranquillement. Ouais. Donc, Michel a ri quand j'ai dit ombragé. Est-ce que c'est parce que quand on a ouvert ce camping-là, il y avait des critiqueux pour dire, voyons, il n'y a pas un arbre là-dessus. Ça a beaucoup changé. Hein? Oui, ça a duré longtemps, ça. Et, on était au début des années 2000, le terrain était devenu ombragé, mais encore dans la population locale, c'était pas reconnu. Ah non? C'est ça. Ben, merci beaucoup, Manon, de ta visite. Maison du Marais, vous avez une page Facebook. Oui. Hein? Alors, on peut suivre vos activités, les propositions que vous faites. Oui. La même chose pour le camping du Chenal du Moine aussi, une page Facebook. Excellent. On va s'interrompre pour une courte pause et puis tout de suite après, on va parler à Pierre Lavallée, François Lecourt et Hélène Pépin. À tout de suite. Assis. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Ben oui, en effet, on est au pays du survenant. Avec moi, Michel Péloquin, Benoît Gagnon, Pierre Lavallée, François Lecourt, Hélène Pépin, Laurent Cournoyer. Manon nous a quittés. Il fallait qu'elle pèse sur le piton à la maison du Marais. Pierre Lavallée est propriétaire d'Excavation des Îles. Salut Pierre. Bonjour monsieur. Un fier Saint-Anois. Ah, pure laine. Pure laine. Il y a une coupe de la vallée à Saint-Anne. Ah oui, oui. Bon, ils sont tout le temps de Saint-Anne. Mes grands-parents viennent de l'île de Grâce. Oui? Oui. OK. Ben d'ailleurs, la famille Lavallée, monsieur l'historien, parce que le maire, c'est notre historien de service aussi ce midi. C'est la famille Lavallée, l'une des familles pionnières du coin. Tu as parlé des Paulus au début de l'émission, Lavallée aussi, là, c'est partie des familles, comment on avait ça, fondatrices. Oui, tout à fait. Les Salvailles aussi. Jean Lavallée. Oui. Les Salvailles aussi. Oui, Salvailles aussi. Ouais.
Alors, monsieur, membre d'une des familles fondatrices, dites-moi donc, qu'est-ce qui est le plus beau coin ici? Le plus beau coin? Le plus beau coin à Sainte-Anne, il est où? C'est quoi? Pourquoi? Débrouille-toi avec ça. Tu me poses la Moi, question. je vais aller prendre une petite bière avec Laurent Cournoyer pendant que tu réponds. Vas-y. Non, mais tu me poses la question puis tu sais la réponse. Non. Ben, je veux ta réponse, je veux pas la OK. mienne. En fait, la réponse, on voit ces photos-là. Selon moi, c'est le plus beau. Les îles, c'est des îles. Non, ça c'est trop facile. Parce que là, tu as dit les îles. Mais y a-tu une île? T'es connais, toi, là? Une île en particulier, Ben, là, l'île, elle, oui. c'est la plus belle. C'est l'île de Grâce, parce que c'est l'île de mes ancêtres. Puis c'est l'île que. Il y a encore des maisons. Il y a encore une maison, en fait, qui est encore là, qui témoigne qu'il y a eu du monde qui ont vécu là. C'est la maison Henri Letendre. Oui. Puis qui Monsieur était. Letendre a vécu là toute sa vie. Ouais. Ben oui. En Puis- passant, Attends, mais historien. Ah, Approche-toi donc de ton micro. En passant, la municipalité a cité, il y a quelques semaines, là, quand Oui. on a fermé le dossier, la maison Le Temps est maintenant cité patrimoniale pour la municipalité. Ça, c'est une Moses de bonne idée, ça. Ouais. Par contre, ça vous engage à quoi après? Ben, ça nous engage, ça engage les propriétaires à bien entretenir la maison. Parce que, c'est ça, Là, on a commencé à la rénover l'année passée. On a fait. c'est qui ça, on? Oui. C'est toi qui es propriétaire de... Non, c'est Conservation Nature Canada. D'accord. Ils m'ont mandaté de commencer à la rénover, à faire le ménage, puis à faire un peu de à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dessus, là. Puis mettre les bons contracteurs aux bonnes places. Un peu comme un général sur ce job-là. Là. Il n'y a pas d'électricité dans cette maison-là? À Monsieur Letendre vivait pas d'électricité? Non, sur la fin, oui, il y avait. À la fin, il y a une sur la- petite oui, il y avait pause. l'électricité, mais maintenant, il y a. Non, Maintenant, absolument. Il y a une ligne électrique qui s'en va là, parce que les phares, les deux phares, ils étaient alimentés. Ah ben oui, c'est vrai. Et Mais là, la ligne Monsieur électrique Letendre, était- Monsieur Letendre demandé s'est installé Ouais, pour pouvoir emprunter un peu d'électricité. OK. D'accord. Avec ta machinerie, Pierre Lavallée, chaque printemps, puis là, je vais emprunter tes mots. Tu enlèves la scrap dans les îles. Ça c'est le printemps, je le fais de mon propre chef. Oui. Ben oui, parce que ça, c'est une fois ou 2 ans, là, de mon propre chef, parce que quand l'eau monte, là, Ouais. les barils bleus, les barils blancs, là, tout ce que tu peux voir qui joue dans le paysage, là, c'est lettre en mots. J'ai dit ça. Fait que là, j'appelle à la ville, site, il me fournit un conteneur. Uh-huh. Puis lui, il vient des fois, puis une couple de monde, on fait c'est du bénévolat qu'on Lui, fait. Michel. Ouais, puis il va venir nous autres une couple de fois. Là, En fait, tout un le peu temps. moins, là, il prend de l'âge quand même. Là. Ouais, mais Il me ouais, regarde. mais il participe, il est là. Ouais, OK, il Puis on regarde. fait ça de mon propre chef pour ramasser parce que un baril bleu, là, dans 20 ans, là, ça va être encore un baril bleu oui. encore. Non, t'as compris. La On a nature compris ne viendra l'adjectif. pas à bout de ça. OK. Puis ça joue dans le paysage. Je le fais pour moi, ça me fait du bien, à moi, comprends-tu? Ouais. C'est juste ça. Est-ce qu'on est dans les îles de plus en plus respectueux de l'environnement, tu trouves? Ouais. Non, de moins en moins. Je sais pas. Peut-être un petit peu, il y a un petit peu de monde qui ont plus de conscience là-dessus. Là, Conscientisé. mais oui, il y a un petit peu d'avancement. OK. Tranquillement. Je trouve que c'est mieux que c'était. Mais il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire, selon moi. De sensibiliser le monde, de faire attention à ça. Moi, je vois ça de même. Je peux me tromper, là. Mais je trouve qu'il y a un petit peu d'amélioration. L'érosion, est-ce qu'elle est de plus en plus Oui. préoccupante? Ah ouais? oui. Ah ouais. L'érosion, c'est un gros problème. On dirait que tout le monde s'en fout. Mais on est... Pas lui. Non, pas lui, mais je sais, mais Michel. en quelque part, les hauts dirigeants, là, mettons le ministère de l'Environnement, Ouais. on voudrait faire de quoi? Mettons, on veut poser de la roche. Ah mon Dieu, ça Hey, c'est comme si tu poserais de la dynamite, mon gars. Ça va être la fin du monde, ils vont t'arrêter. Tu vas aller en prison. Fait que, tu sais, ce petit bout-là, je le trouve compliqué un peu. Tu sais, je viens que protéger ce bout-là, mais tu sais, c'est pas... C'est intéressant parce que c'est ça que je voulais te poser comme question. Qu'est-ce qu'on fait pour freiner l'érosion? Toi, tu dis, on pose la roche? Ben, ça, On c'est- enroche. Enfin, il y a un procédé, mais grosso modo, là, Oui. tu places tu vas ranger ta côte, tu vas stripper ta côte comme il faut, tu vas mettre une toile géotextile, puis tu vas mettre de la pierre. Puis de la roche, là, dans 10 ans, ça va être une roche. Puis dans 1000 ans, ça va être encore une roche. Faut pas, ça fondra jamais. Parce qu'ils ont fait des tests, d'une dizaine d'années, on a fait avec la ZIP, on a fait
un aménagement avec de la toile de fibre de noix de coco. Oh, noix de coco de Floride, je sais pas si ça venait en tout cas. Oui. Ça n'a pas tenu, ça, tabarnak. Ça n'a pas tenu. C'est de l'argent gaspillé, c'est de valeur, mais c'est de la roche après. Michel, qu'est-ce que tu penses des propos de ton concitoyen? Es-tu d'accord avec lui, toi? Ça prend de la roche? Je les partage entièrement. Tu n'es pas un partisan de la noix de coco, toi non plus? Les deux tentatives qui ont été faites avec ce qu'on appelle le génie végétal, on a fait 2 tentatives à l'entrée du champ de Corbeau. C'était des échecs. C'est 700 000 $ qui étaient gaspillés. Là. Alors qu'il y a eu des expériences au niveau de une couple d'endroits dans le champ de Corbeau et dans le Grand Chenail. Pierre a participé d'ailleurs à ça. Et depuis que ça a été installé, ça avait été fait par la ZIP. Et depuis que c'était installé, c'est magnifique. Ça n'a pas bougé du tout. La végétation s'est imprégnée à travers les rochers et c'est de toute beauté. OK. Je vais me tourner vers ma droite, messieurs, si vous permettez, parce qu'il y a un jeune couple, là. Je ne sais pas si vous voyez le jeune couple, là au bout. D'ailleurs, je vais les présenter l'un l'autre, parce que ça a l'air qu'ils ne se voient pas si souvent. Alors, François Lecourt, je te présente Hélène Pépin. Oui, ben oui. Hélène, je te présente le barbu, François. Ah. C'est le fun, cette émission-là. Elle permet de vous voir. Hein? On s'est vu quand même hier. Là. On est dans la même maison pareil. Oui. Avec nos 4 enfants, quand même, on s'en occupe. Vous félicite. François, tu es fier de tes asperges et de ton ail que j'ai lu? Ah, ben oui, Colin, cette année, il n'y a pas eu d'inondation. La température, l'hiver, elle a été clémente. Le printemps, merveilleux, des belles chaleurs. Fait que l'ail en a profité. Ensuite, on a réussi à semer du maïs sucré aussi de bonne heure. Fait que plus qu'on le sème de bonne heure, on est capable d'avoir du maïs plus de bonne heure au mois de juillet. Fait que, quand on a tenté, François est arrivé un petit peu tard pour l'émission, puis quand on a tenté de le joindre, il a dit à Michel, qu'est-ce qu'il t'a dit, Michel, au sujet d'Hélène? Elle est en poule pondeuse. Alors là, j'aimerais que tu nous expliques. Est-ce que elle est déguisée en poule pondeuse? Qu'est-ce que ça veut dire, elle est en poule pondeuse? En fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre dernière journée de la saison où on fait plusieurs journées au printemps où on vend des poules pondeuses qui sont tu vends tu n'es pas en poule pondeuse toi-même? Non, c'est pas moi qui se déguise en poule pondeuse. C'est vraiment, on les vend à des gens, à nos clients, en fait, qui veulent avoir 2-3 poules dans leur cour chez eux. Donc, le présentement, c'est notre journée. Bon, François, fais-toi-en pas, c'est peut-être lui, le yézur d'oreille, qui a mal compris. Tu l'as peut-être pas dit comme ça, mais c'était amusant. Ben oui, c'est ça que j'avais dit au téléphone. Journée poules pondeuses. L'aventure de la ferme, elle dure depuis combien d'années maintenant? De mémoire, ça va faire 6 ans. Oui, exactement. Ouais, exactement, qu'on a parti ça. Justement, la ferme du barbu, elle avait parti avec la moulée pour les petits animaux et on vendait des poules pondeuses. Ça, c'est vraiment, là, ça a été notre créneau quand on a parti. Ensuite de ça, ben là, on a rajouté les légumes et puis l'autocueillette de citrouilles, nos kiosques, tout ça. Fait que, écoute, ça a grandement évolué là, depuis les débuts. Là. Ben oui, vraiment. On est parti dans un petit garage et puis là, on est rendu que... Un gros garage! Ouais, exactement. Puis les poules pondeuses aussi dans notre poulailler. Fait que... Ah non, on est bien fiers de ça. Puis, tu sais, c'est grâce aussi aux citoyens, aux gens qui viennent. Là. Parce qu'on peut pas grossir comme ça si on n'a pas de clients ou si les gens viennent pas nous rencontrer ou nous visiter. Fait que, moi, je soumets qu'on va chez vous à la ferme pour vos légumes, vos produits, là, votre ail, vos viandes, vos œufs, mais aussi pour vous, pour le personnage du terroir qui est devenu le barbu. Est-ce que tu es content que je dise ça ou tu te dis... Ben oui, mais tu sais, en réalité, on regarde pas mais, oui, François, t'es un personnage. Oui, exactement. Même à la boucherie, là, parce que là, présentement, je suis beaucoup à la boucherie. Oui. Les gens partent de Shawinigan, des choses comme ça. Pour voir le barbu. Oui, exactement. Pour voir... il va y avoir le festival, là. De bière et vin, ben, les gens ils viennent, les grillades du barbu, les choses comme ça. Fait que vraiment, on est content de toi. Toi, t'es condamné à jamais te couper la barbe. Oui, exactement. Faites à l'os, sinon. Je la trime un peu pareil, là, mais j'imagine, parce qu'elle serait pas mal plus longue. J'ai pas le choix de la garder. Puis là, on remarque qu'il y a un autre personnage qui est en train de naître, qui était là depuis le début, mais qu'on voyait moins, la femme du barbu. Exact. Elle est en train de s'imposer tranquillement. En fait, c'est pas qu'on me voyait moins, parce que je suis toujours à la ferme. À la radio, à la télé, mais là, dans les médias. J'ai
j'ai de plus en plus de présence ici pour vous faire plaisir. Puis en même temps, parce qu'il faut qu'on continue à être là toutes les deux. Puis François arrêtait pas de te dire que tu étais bonne. Ben oui, c'est moi qui disais, vas-y, les gens. Mais non, exactement. Là, moi, fais attention, on va te voler ta place. Attention. Ah, j'espère. J'espère. Pas sûr de ça. Bon, il y a aussi, donc, le personnage du barbu, ça attire le monde. La femme du barbu attire le monde. Puis il y a vos valeurs, je pense, qui attirent les gens. Respect, éco-responsabilité. C'est important pour vous autres, ça, hein? Ben oui, c'est sûr que le monde, quand ils viennent à la ferme, ils le voient, on porte des gestes concrets pour l'environnement aussi, de la façon qu'on cultive nos légumes, et puis on essaie toujours d'avoir un bon contact avec ceux qui viennent nous visiter. On essaie aussi avec nos enfants avoir un exemple, puis tout ça. Fait que les gens, quand ils viennent à la maison, là, ben, ils voient Léo, Charlotte en motocross. Vous en avez Oui, quatre. exactement. Ça. Nous interrogions tantôt, même si c'était pas de nos affaires, en se demandant si c'était suffisant 4 enfants avec la business que vous êtes en train de monter. Je pense que vous devriez vous remettre à la tâche. Moi, j'en voulais 5. Bon, mais Hélène a dit on arrête à 4. Hélène a dit wow. Exactement. Ouais. Mais on est bien. Oui, mais on a quand même juste 24 heures dans une journée. Oui. OK. Il y a la ferme qui prend beaucoup de temps aussi. Les enfants prennent beaucoup de temps aussi. Et puis, tu sais, de traîner. Moi, je traîne toujours. Le bébé est encore avec moi, toujours. Mais là, il est où? Non, il n'est pas là. Il est à la garderie présentement, mais il est toujours proche. Donc, le 4, ça suffit. Là. Est-ce qu'il s'intéresse aux activités de la ferme? Pensez-vous que vous avez de la relève en production? Là? Je pense que oui, parce que, dans le fond, on les fait souvent participer à toutes sortes de tâches, mais on les laisse aussi aller jouer. Fait que des fois, ils font une demi-heure, 1 heure, ils font une tâche complète, puis ils repartent, ils vont jouer, ils reviennent. Puis... Là, il y a leur module de jeu, là. C'est ce que vous avez fait. Oui, module de jeu, mais quand on est dans le tracteur, c'est ça qui aime le plus, surtout Léo. Avez-vous des projets de parc d'amusement, genre la ronde? Non. Mais t'es mieux de t'informer, Michel, parce que... On a des projets qui s'en viennent, mais pas la ronde. Pas la ronde. Il y a des projets qui s'en viennent? Ouais, on travaille là-dessus. Genre... on peut pas trop en parler, mais... On en reparlera un petit peu plus tard. C'est ça. Ça va être pour une autre saison, on pourrait dire, pour pouvoir extensionner un peu la ferme. Il va finir par le dire, regarde. Non, j'en parlerai pas, mais... Pour extensionner un peu la ferme. Oui, exactement. Pour essayer d'aller chercher une autre saison. Nous autres, on arrête au mois de novembre, fait qu'on aimerait ça... Ça va être de la culture en serre, d'après moi, ça. On n'en dit pas plus. Non, t'en as déjà trop dit. Dis-moi un mot sur la boucherie Viande Joyale que vous avez acquise. Est-ce que ça se passe comme vous voulez? Merveilleusement bien, vraiment. C'est au-delà de nos attentes. Et puis, comme je l'ai dit, les clients de notre ferme, ben, ils ont suivi. Et puis, la population aussi de Sorel, Sainte-Anne de Sorel, vraiment, on ne peut pas demander mieux. Non, vraiment pas. Fait que quand on part une business, c'est ça qu'on souhaite. Et puis, on met des efforts aussi, mais les gens sont là, puis ils nous supportent, puis c'est ça. Mais nous autres, on ne peut pas demander mieux que de vous recevoir à une émission. C'est toujours fort passionnant. Merci beaucoup, François. Merci, Hélène. Merci, Pierre Lavallée. Partez pas, là, nous autres, on n'est pas partis. De l'autre côté de la pause, Laurent Cournoyer jase avec nous et également Benoît Gagnon. À tout de suite. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Nous sommes en effet au pays du survenant avec Michel Péloquin, Benoît Gagnon, Pierre Lavallée, François Lecourt, Hélène Pépin et Laurent Cournoyer. C'est à Laurent Cournoyer que je vais maintenant m'adresser. Je suis un peu intimidé parce que c'est aussi mon patron à CJSO, fait que j'ai pas intérêt à poser des questions qui ne sont pas orthodoxes. Alors, président directeur général de Bière, Vin et Terroir, présenté dès vendredi. T'es dans les derniers préparatifs. Je trouve que t'as pas l'air d'un gars qui a eu trop chaud puis qui est trop stressé. Je pense que c'est notre 5e édition, puis on est bien préparé à faire un festival comme celui-là. C'est maintenant un travail de 12 mois par année. Et plus les éditions avancent, mieux qu'on est préparé,
Alors, pour ça qu'on est calme, parce que tout est Mais bien... t'es un gars calme de nature. Je pense que oui. Ou tu gardes ça à l'intérieur, fait qu'on le sait pense pas, que oui. c'est des ulcères d'estomac. C'est sur le site de l'ancienne grange du Survenant, Bière, Vin et Terroir, et tu viens de dire que dans les festivals de bière comme ça, les événements de ce type-là, tu as le plus beau spot. Nous avons le plus beau spot au Québec, clairement. Oui. Et on le dit, mais en fait, c'est souvent nos exposants qui viennent d'un peu partout au Québec, qui en font plusieurs. Il y a à peu près une quarantaine de festivals comme le nôtre à travers le Québec là, durant l'année. Et les nouveaux exposants nous le disent. Il faut dire qu'on a à peu près, à chaque année, 50% de nos exposants qui se renouvellent. Et quand les gens arrivent de l'extérieur, le jeudi, le vendredi, pour s'installer, c'est le premier commentaire qu'on reçoit. Là. Le deuxième, c'est « Bonjour, on est content d'être là ». Mais le premier, c'est « Donc ben beau ici Ouais. là. » Monsieur le maire est d'accord, c'est sûr. Monsieur le maire? Bon, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est beau, bon, parfait, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de chicane à Sainte-Anne. C'est vrai, ça a toujours été, c'est comme ça. Hein? Ouais. C'est une ville où c'est les disciples de l'amour infini, je ne sais pas trop. 3 jours de festivités, Laurent Cournoyer, pour Bière, Vin et Terroir. Tu as voulu ça comme ça, et autrement aussi pour saluer déjà la 5e Exactement. édition. 5 ans, c'est incroyable. Déjà 5 éditions. On ne dit pas depuis 5 ans parce qu'il y a eu une pause. Hein, il y a une espèce de pandémie qui est apparue en 2020. Mais oui, c'est notre 5e édition. On en est très fiers. La 3e journée, c'est bien simple. Avec les éditions antérieures, on n'avait pas toujours du beau temps. Malheureusement, on avait toujours une journée sur 2 habituellement qui pleuvait. Alors, l'idée est venue lors du démontage l'année passée. On a eu un magnifique dimanche, alors qu'on a eu une journée de pluie le samedi. Alors, pourquoi pas augmenter d'une journée? Tu t'es dit, c'est pas vrai qu'il va mouiller 3 jours. Non, c'est ça, c'est impossible. On a des chances. Les lois de la probabilité faisaient que sur 3 jours, il va faire beau. Mais ceci dit, c'est tellement devenu gros avec le temps. Puis, c'est tellement de travail, l'installation, le montage, le démontage se déroule presque sur 2 semaines. Alors, pour faire un événement qui dure une journée et demie, c'est énorme. Alors, aujourd'hui, sur 3 jours, en fait, on était le seul festival dans notre secteur qui était sur une journée et demie. Alors, sur 3 jours, c'est beaucoup plus plaisant pour les exposants aussi. Je t'y vois travailler à CJSO sur cet événement-là, et c'est vrai que tu y travailles pendant des mois. C'est 12 mois par année. C'est 12 mois par année. L'automne, c'est le recrutement des partenaires, c'est toutes les autorisations, les permis, les demandes de subventions, etc. Puis à partir autour du 8 janvier, là, je suis là-dessus presque 7 jours sur 7 jusqu'à après le festival. Ça se termine pour nous à peu près à la mi-juillet, toute la paperasse et tout ça. Donc c'est un festival qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières éditions. Autre particularité de cette 5e édition, elle a un porte-parole national bien connu. Oui, alors on cherchait une façon de faire rayonner davantage le festival à travers le Québec. Évidemment, ça passe par les médias nationaux, les médias de Montréal. Et l'idée est venue tout simplement, on écoutait le canal Évasion en février, moi et ma conjointe. L'idée trottait de trouver quelqu'un qui pourrait nous faire de la promotion. Et pourquoi pas quelqu'un de chez nous. Alors, Guillaume Lambert, qui anime l'émission, un des co-animateurs de l'émission Avec ou sans cash, il était à Dublin, il était dans un hôtel, un barbie shop, là, tu sais. Oui. Puis à un moment donné, il reçoit une bière Guinness. Là, je le regarde aller, j'ai dit, il est jeune, il a 40 ans, il est natif d'ici, donc il a encore ses liens familiaux, il est très fier de la région. Il est très sympathique et puis il est partout. Hein. Actuellement, il est chroniqueur à Bonsoir, Bonsoir. Il est à Sucré-Salé. Il rentre partout. On a fait 10 minutes il y a quelque temps à Salut, Bonjour. Donc, un porte-parole comme ça qui nous donne un rayonnement, c'est énorme pour nous. Autant pour la notoriété de l'événement que pour, évidemment, attirer de plus en plus de visiteurs. C'est l'objectif. Plus de 35 exposants puis un bon pourcentage de nouveaux. Oui, en fait, on est rendu à 40. Hein. On en avait... c'est ça avance. On en avait une vingtaine en 2019. Donc, on est rendu à 40. Et puis, effectivement, l'important, c'est de se renouveler. Et on est fiers. On n'est pas le plus gros festival du genre au Québec, mais on a certainement les meilleurs exposants. On a, entre autres, des microbrasseries qui font l'envie des autres festivals comme le nôtre. Je dois saluer le travail de Pierre-Luc Duguay de la Grange au Blond, travaille très fort avec moi pour le recrutement des exposants. Et Pierre-Luc
réussit à convaincre des exposants qui ne font pas d'autres festivals nécessairement. Là. Je pense à Tête d'Allumette, Brasserie Bas-Canada, Messorem. C'est les tops au Québec en termes de microbrasserie. Des distilleries aussi incroyables qu'on a, Mariana, les Subversifs. Dans la région, on a Valea qui va être présent, Birafanelli aussi depuis 5 ans. Donc, on est bien équipé en termes d'exposants. Il y a nos amis ici de la Ferme du Barbu qui sont là depuis presque les débuts. Il va voler le show. Ouais. En fait, François et Hélène sont là depuis le début, mais c'est aussi des partenaires. Hein. Quand c'est le temps d'installer avec son tracteur, les palettes de barils, tout ça, il est tout le temps volontaire. Ça ne fait pas peur. Puis on l'installe à l'entrée. Alors, on s'est dit, lui, il est connu, il attire tout le monde. Alors, on l'installe dans l'entrée. Puis là, ça nous fait des files d'attente jusqu'à l'extérieur du site. Alors, profite de toi, François. Ben oui. On s'aide. Ben oui, ça en plaît. Oui. Il y a les à côté, les courses de planches à pagaie, spectacles, oui, ça, c'est une nouveauté cette année. On en est très fiers aussi. C'est la course Les îles à la planche, une nouvelle activité qu'on fait avec les gens de Passion Planche, l'Office de tourisme, puis au Vive Québec. C'est une première course de paddleboard, dans le fond. Le départ va se faire sur le site du festival. Il y a 2,5 km, 5 km, 10 km. Faut dire que c'est des athlètes, là. Alors, quand on fait un 10 km, là, même Alexandre de Passion Planche se limite aux 5 km. C'est pour vous dire que c'est vraiment des athlètes qui viennent un peu partout au Québec. Ça va être un spectacle. Oui, c'est ça. Ben, parle-moi donc justement rapidement des spectacles pour laisser un peu de temps à notre ami Ben. Là. Oui, au niveau programmation, les gens cette année vont être bien servis. On a Laurence Nerbonne qui, malheureusement, à cause de la météo, n'a pas pu faire son spectacle l'an passé. On se reprend cette année parce qu'il va faire beau tout le week-end. Alors, Laurence va être là le vendredi. On a le groupe Bodactan qui est très connu, très niché. Il y a des gens de partout au Québec qui les suivent partout de spectacle en spectacle. Musique plus traditionnelle québécoise. On a les Fils du Diable le dimanche. Connu aussi. Guy Bélanger, célèbre harmoniciste. Mais ce qui est le fun, c'est que durant toute la journée, on a de la musique. Cette année, c'est un peu celtique, là, le style. Alors, à travers la journée, vous arrivez à 3 heures l'après-midi, il va y avoir de la musique et de l'animation sur le site en tout temps. Je veux parler du 5 à 7 le vendredi avec l'effet bœuf, un record de 150 participants. Wow. Et ce sont tous des producteurs agroalimentaires de la région qui y contribuent. On se procure comment nos billets si on n'a pas profité de la prévente? Il faut acheter à l'entrée, donc c'est 32 $ à l'entrée sur le site. Excellent! Juste un petit mot, merci beaucoup à nos 2100 festivaliers qui ont acheté en prévente, un record absolu depuis 5 ans. Ben, bravo pour ce record. Puis tu avais hâte d'avoir un record de ce côté-là. Oui, je le sais. Benoît Gagnon préside l'Association des chasseurs et pêcheurs de Sainte-Anne-de-Sorel. Salut Benoît. Salut, ça va bien? Oui, Michel n'est pas le seul érudit autour de cette table. Écoute-le bien nous parler de l'histoire, de la petite histoire de l'association. Elle ne date pas d'hier, l'association, Benoît. Non, l'association a commencé au début en 1971. Mais mettons plus formel, ça l'était en 1976. Le premier tournoi de pêche était fait en 1971, ça fait plus de 50 ans et plus là, passé. Puis ça marche encore aujourd'hui. C'est sûr que les personnes ils ont rajeuni un petit peu. Là. Avant, c'était plus des personnes plus âgées, en fin de compte, qui étaient là-dedans. Ça marchait beaucoup. À cette heure, il y a beaucoup de relève. Fait que c'est heureux, ça. C'est heureux. Ici, là, Benoît, c'est un véritable paradis des chasseurs, pour les chasseurs et pêcheurs? Bien, pour la chasse et la pêche au Québec, je ne veux pas dire que c'est le plus beau secteur, c'est un des plus Pourquoi beaux tu ne veux secteurs. pas le dire? Tu le dis. Ben, c'est un des plus beaux parce qu'il y a beaucoup de lacs au Québec, il y a beaucoup de belles places dans le nord, des places comme ça. On peut pas dire ça comme ça, là, mais le lac Saint-Pierre, c'est parmi un des plus belles places au Québec, côté poissons et canards et chevreuils et tous les animaux de la nature, en fin de compte. Je te vois régulièrement poser, là, fier comme un paon ou fier comme un coq. Je n'ai jamais l'expression. Avec tes prises là, sur ta page Facebook. Les poissons monstres qu'on voit, là, c'est-tu des vrais? Mais moi j'ai un doute, ça se peut pas, là. T'as-tu vu les mastodontes qui sortent de l'eau? Mais quand même, c'est quand même des poissons qu'on a de plus qu'on pense. C'est juste qu'on les voit pas. C'est des poissons qui sont plus durs à capturer. Ouais. Je me classe pas comme un professionnel. Là. Je suis plus un passionné, en fin de compte. Là. Je vois souvent. Mais il y a du monde qui peut me surclasser sur des choses comme ça, mais c'est plus fort que moi d'aller attraper ça, ces gros poissons-là. Michel, tu y crois aux poissons, toi? C'est des vrais? C'est des masquinongés. C'est énorme, des masquinongés. Ah, ouais.
Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Mesquinongé? C'est dit qu'il peut y avoir jusqu'à 80 espèces de poissons. Ah bon, tu les nommeras pas tous, là, mais ça va 80, les ménés en font partie, mettons. Mais la plupart des poissons qu'on a au Québec, même un saumon, il peut être aperçu dans le lac Saint-Pierre. Mettons, il est perdu, mais il y en a. De la truite, il y en a. Il y a toutes sortes d'espèces de poissons qui peuvent être observés. Hein. Combien l'Association des chasseurs et pêcheurs de Sainte-Anne-de-Sorel compte-t-elle de membres? Mais année après année, c'est tout le temps différent. Là. Cette année, on est environ 65. Mais en 1980, ça coûtait 10 $ être membre. Aujourd'hui, c'est encore le même prix parce que nous autres, c'est une affaire à but non lucratif. Là, on veut garder ça plus, je ne veux pas dire familial, là, mais abordable en fin de compte. Là. Puis, cette année, on est juste 65, mais le monde, ils nous suivent dans nos tournois puis dans nos choses comme ça. C'est pas juste d'être membre, c'est de nous encourager. Mais là, l'association, donc, elle fonctionne avec, si je fais le calcul, 65 x 10, 650 pièces. C'est ça. Elle fonctionne avec des commandites, des compagnies qu'on a. Puis on se force quand même pas mal pour avoir des commandites. Il y a bien du monde qui nous aide avec ça. C'est sûr, ça va quand même bien. Hein. La chasse, la pêche, est-ce qu'ils gagnent ou ils perdent en popularité? Là, je suis plutôt heureux de t'entendre dire qu'il y a de la relève. Ouais, il y a beaucoup de jeunes qui continuent à cette heure. Là. Moi, j'ai l'impression que là, il y a plus de pêcheurs qu'avant, plus de chasseurs qu'avant, parce que c'est plus, je ne vais pas dire abordable, c'est beaucoup plus cher qu'avant, mais je veux dire, c'est accessible à tous, en fin de compte. Là. Il y a beaucoup de monde qui veulent... Puis là, avec les réseaux sociaux, en plus, ça fait beaucoup de photos. Fait que les gens, on dirait qu'ils veulent faire pareil. C'est pas tout le temps évident. Souvent, ils veulent faire pareil, mais la plupart, ils réussissent pas tous à faire pareil. À faire pareil. Ils n'ont pas tous des prises comme les tiennes sur Facebook. Là. Mais dis-toi que je travaille fort pour les avoir, ces prises-là. Oui. Ça se fait pas de même. Là. Toi, c'est une passion. Là. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Mais c'est pas mal... Parmi une des plus belles passions au monde, je dirais pas la plus belle, pour moi c'est la plus belle, mais il y a du monde qui vont dire que il y a d'autres sports qui sont le fun, mais la chasse et la pêche, côté émotionnel, je pense que c'est... Toi, tu appelles ça des sports? Mais c'est pas vraiment un sport, mais moi je dis que c'est un sport, parce que ça peut être quand même exigeant, puis il y a beaucoup d'efforts physiques à faire, ça dépend pourquoi, là. Mais c'est vraiment ma passion préférée. Hein. Parle-moi donc de votre activité là, du mois d'octobre. Là, le 26 qui s'en vient, le 26 qui s'en vient au mois d'octobre, ça fait peut-être 5 ans qu'on fait ça, un tournoi chasse et pêche, la pêche et la chasse en même temps. L'année passée, on n'en a pas fait, on a passé droit. L'autre année d'avant, on en a fait un, on a eu quand même 200 plus personnes qui sont venues. Ça avait pogné quand même pas mal. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui viennent. C'est le 26 qui s'en vient. Puis c'est un tournoi chasse et pêche. Au mois d'octobre, à la fin, il fait froid quand même. Là. Il y a une catégorie relève aussi pour les enfants, vu qu'on les laisse jamais de côté. Là. Je vous remercie, toutes et tous, de votre participation à cette émission. Ça a été très, très, très intéressant. Mieux connaître Sainte-Anne nous donne le goût d'y aller plus souvent, je dirais. Puis il y a plein de choses à faire ici. C'est un paradis, pas juste pour les chasseurs et pêcheurs. Merci beaucoup. Merci à tous. La semaine prochaine, on se retrouve à Saint-Joseph de Sorel, mardi.